6 grands prix, 3 courses sprint et 53 jours de compétition intense. Voilà ce qui nous attend pour cette fin de saison de Formule 1, qui s'annonce absolument électrique. Alors il y aura effectivement de l'intensité en termes de rythme, d'enchaînement des courses, mais surtout en termes d'enjeu. Car pour la première fois depuis 2021, ni le titre constructeur, ni le titre pilote ne sont promis à une certaine marque de boisson énergisante. Bien sûr, le duel Verstappen-Norris est au centre de l'attention, mais il n'y a pas que ça. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie d'analyser les grands points d'intérêt de cette fin de saison. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, dans tous les secteurs de la grille, même chez les plus petites écuries. Des petites écuries dont font partie Williams et Alpine notamment. Et c'est la première chose dont j'aimerais parler. Ces deux équipes vont se livrer un duel sans merci pour la 8ème place au championnat constructeur. Alors vous devez penser que la 8ème place, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et effectivement, il y a des choses sur la grille qui m'intéressent davantage moi aussi. Mais Williams-Renault, c'est un petit peu le duel des anciennes gloires. À l'époque d'ailleurs, l'association Williams-Renault avait fait sacrément mal à la Formule 1. Aujourd'hui, les deux ne sont pas des foudres de guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec respectivement 16 et 13 points, on ne peut pas dire que leur saison soit réussie. Et pourtant, il me semble qu'ils sont dans des dynamiques diamétralement opposées. D'un côté, il y a Williams, qui revient des fins fonds de l'enfer, et qui est une écurie finalement sensiblement plus petite qu'Alpine. Alors jusqu'à présent, Williams ne fait pas une saison meilleure que l'an dernier. Ils sont à 12 points de leur total de points de 2023, et pendant une grande partie de la saison, ils ont une voiture tout simplement moins bonne que celle de l'an dernier. Mais ces derniers temps, il y a beaucoup de signaux positifs. Déjà, l'arrivée de Franco Colapinto à la place de Sargent a fait un bien fou. Lui, c'est un vrai vent de fraîcheur sur l'écurie. Ça s'en ressent avec les interactions dans le garage, dans les médias. Et ça fait du bien de voir un pilote comme lui, qui a faim et qui n'a absolument rien à perdre. À côté de ça, Albon est toujours solide. Et depuis quelques grands prix, la voiture semble meilleure. Ils arrivent à se hisser dans les points, ou alors ils en sont très proches. L'an dernier, ils ont connu une très bonne fin de saison, puisqu'ils ont marqué des points à Austin, au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi. Je suis donc vraiment curieux de savoir s'ils peuvent reproduire ces performances cette année. Ils arrivent sur des circuits où ils sont censés être en confiance, et donc je les attends au tournant. Quant à Alpine, eh bien ils ont inscrit seulement 2 points depuis le retour de la pause estivale. Alors à Austin, ils ont dévoilé quelques opérations spéciales. On va notamment voir cette livrée Indiana Jones, qui est un petit peu aux couleurs de McLaren. Il y a aussi une jolie collaboration avec les San Antonio Spurs. Mais pour eux, marquer 2 ou 3 points est beaucoup plus difficile que pour Victor Wembanyama. Alors vous l'aurez peut-être compris, je ne suis pas ultra optimiste pour eux en cette fin de saison. Et pourtant je pense que sur l'ensemble de l'exercice, il me semble avoir une monoplace un tout petit peu meilleure que celle de Williams. A mon avis, tout va dépendre des améliorations qu'ils amèneront. Il reste à peu près un quart de la saison et chaque écurie va apporter des évolutions. Est-ce qu'ils sont capables de se hisser un cran au-dessus? Honnêtement, compte tenu des performances récentes de Williams et de leur historique sur ces circuits, eh bien je les vois avec un petit avantage quand même. Terminer 8ème ou 9ème, ce n'est pas la même chose en termes de budget et en termes de testing, alors que le meilleur gagne. Bon, Williams Alpine, c'est bien joli tout ça. Mais ce week-end, les yeux seront surtout rivés sur Max Verstappen et Lando Norris. Avec une course sprint qui entre dans l'équation, il y aura beaucoup plus de points à distribuer. Le duel Verstappen-Norris est un petit peu du pain béni pour beaucoup. En début de saison, on s'attendait à ce que Verstappen domine outrageusement la discipline. Ce fut le cas pendant un moment. Et puis Lando Norris et McLaren ont su lui offrir un challenge. Sur le papier, les calculs sont assez simples finalement. Norris est à 52 points de Verstappen, il en reste précisément 180 à distribuer. On peut donc en conclure qu'il est largement dans la course pour le titre. Sur la forme du moment, c'est lui le meilleur. Sur les 5 derniers Grands Prix, il a inscrit 90 points. C'est 2 de plus que Oscar Piastri, et surtout 24 de plus que Max Verstappen. Il a la meilleure voiture du moment, son équipe est à 100% derrière lui, et c'est lui qui arrive dans les meilleures dispositions à l'aube de cette fin de saison. Une chose est certaine les amis, les résultats de ce triple header vont nous donner une grosse indication sur son potentiel de gagner le titre. McLaren et Red Bull vont tous les deux apporter des évolutions. Pour Red Bull, il s'agira de rattraper McLaren. Est-ce qu'ils en sont capables? Aujourd'hui je ne sais pas. Ce dont on est certain, c'est que Verstappen est un adversaire redoutable. Red Bull traverse une phase extrêmement difficile en ce moment, et pourtant lui il continue de faire le boulot. Donc si son équipe parvient à mettre en place les bonnes évolutions, j'ai totalement confiance en sa capacité à remporter le titre. Verstappen a son avantage d'expérience, son avantage comptable et une équipe habituée à gagner. Mais tout ça, ça ne suffira pas si son équipe technique n'améliore pas cette monoplace. Ils sont en dessous de McLaren depuis 8 ou 9 courses, et s'ils veulent conserver une chance de gagner au moins des 2 titres, eh bien il faudra que le développement soit très costaud. Si je devais faire un pari aujourd'hui, je pense que McLaren est largement favori pour le titre constructeur. Quant au titre pilote, j'ai du mal à voir Verstappen vaciller. Mais tout peut aller très vite. Il suffit d'une casse mécanique de Verstappen, que Norris gagne la course, et hop, 25-0 dans les dents. Quoi qu'il arrive, je souhaite surtout une grosse bataille en piste. C'est un petit peu ce qui nous manque entre ces deux-là cette saison. C'est d'arriver de manière épisodique, mais là, j'ai vraiment envie de voir ça sur les derniers Grands Prix. Mais à mon humble avis, il ne faut pas limiter cette lutte pour le titre à Red Bull et McLaren. Il y a une autre écurie qui est en embuscade, à savoir Ferrari. Alors on ne va pas se le cacher, Ferrari n'est vraiment, mais alors vraiment pas favori dans ce combat-là. Mais pour autant on ne peut pas les enterrer, puisqu'à plusieurs reprises cette saison, ils ont été la meilleure équipe de la grille. C'était le cas à Monaco, mais aussi en Australie. Et à Monza, sans être la meilleure force du plateau, ils ont quand même remporté la course. Au constructeur, Ferrari est à 75 points de McLaren. C'est beaucoup, mais ce n'est pas irrattrapable.
L'an dernier, sur ces mêmes circuits, ils ont obtenu des très bons résultats. Par exemple, Charles Leclerc était en pole position à Austin, à Mexico City et à Las Vegas. En somme, Ferrari a un coup à jouer. Déjà, s'ils pouvaient dépasser Red Bull au constructeur, ce serait exceptionnel. Mais pourtant, j'émets quand même pas mal de doutes sur eux. Le premier doute, c'est lié à leur capacité à bien développer cette voiture. Au début de la saison, je m'attendais à ce que ce soit eux la menace principale pour Red Bull. Ils paraissaient avoir une voiture meilleure que celle de l'an dernier. Fred Vasseur a fait du bon taf, assurément. La victoire de Carlos Sainz à Melbourne était vraiment éclatante. Mais bon, avec Ferrari ces dernières années, nous sommes habitués. Il ne faut jamais avoir trop d'espoir. Ils ont raté une partie de leur développement, tout simplement. Ils n'ont pas su amener les bonnes évolutions sur certains circuits. Et à certains moments, ils étaient largement en dessous de Red Bull, McLaren et même Mercedes. Donc en clair, j'ai plus confiance dans les capacités de développement de Red Bull et de McLaren. Une autre chose, pour espérer gagner le titre au constructeur, il faut que Carlos Sainz élève son niveau de jeu. Alors il ne fait pas fondamentalement une mauvaise saison. Mais si l'on regarde ses résultats depuis 5 ou 6 Grands Prix, c'est largement en dessous de son coéquipier. Il faut dire que Leclerc est en forme, ça c'est sûr. Mais malgré tout, le duo Leclerc-Sainz, c'est censé être l'un des meilleurs de la grille normalement. Ferrari a encore une petite chance de remporter le titre. Et pour ce faire, ils devront compter sur les deux pilotes au top niveau. Pour Charles Leclerc, lui, tout roule. D'ailleurs, je vous confie un secret, à la base, je voulais faire une vidéo à son sujet. Mais bon, j'ai jugé que c'était peut-être plus sympa de vous faire une vidéo en mode analyse des grands enjeux de la fin de saison. On passe au 4e point d'intérêt de cette vidéo, et j'ai envie de vous parler du seul paquet disponible pour l'an prochain, celui de Sauber bien évidemment. Alors ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est un paquet qui ne dépendra pas fondamentalement des résultats. Il y a 3 grands favoris, Valtteri Bottas, le titulaire du poste, Gabriel Bortoleto, le leader de championnat de Formule 2, et Franco Colapinto, le pilote Williams. Pour chacun d'entre eux, c'est facile de savoir ce qu'ils vont apporter. Bottas c'est l'expérience et une certaine garantie de résultat. Bortoleto a l'air d'être un diamant brut, avec un très gros potentiel à exploiter. Et en plus de ça, il est brésilien, un marché ô combien intéressant pour n'importe quelle écurie de F1. Colapinto, lui, c'est un petit peu la même chose, à une exception près. Il a eu l'opportunité de rouler dans une voiture de Formule 1, dans des conditions compétitives. Et ça, les amis, c'est quelque chose d'absolument inestimable. Une seule course en Formule 1 peut parfois valoir beaucoup plus qu'une carrière en formule de promotion. C'est fou dit comme ça, mais c'est complètement ce qui est en train de se prouver avec Colapinto. Il n'inscrit les points qu'à une seule reprise, et pourtant on est beaucoup à avoir envie de le revoir en Formule 1 l'an prochain. Alors pour le moment, on ne sait pas qui Mattia Binotto et sa bande vont choisir. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir Bortoleto, mais c'est un pilote McLaren, et peut-être qu'il n'a pas franchement envie de s'engager dans la pire équipe de la grille. Publiquement, Zak Brown a dit qu'il ne le bloquerait pas s'il a l'opportunité de s'engager là-bas. Mais franchement les amis, je ne vois vraiment pas dans quel monde il le laisserait partir sans avoir la possibilité de le récupérer plus tard. Bortoleto a 19 ans, il est l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Il peut apporter énormément de retombées commerciales à l'écurie. McLaren n'a franchement aucun intérêt à se séparer de lui. Alors ils n'ont pas un contrôle absolu sur sa carrière, et à la fin, c'est Bortoleto qui prendra la décision. Mais je pense qu'ils peuvent lui faire une proposition vraiment intéressante. Par exemple, on a vu qu'il y a quelques tensions entre Oscar Piastri et Lando Norris. Et à mon avis, ce n'est vraiment pas impossible que l'un des deux s'en aille dans un futur proche. Pour rappel, Oscar Piastri est managé par Mark Webber. Mark Webber a des liens extrêmement forts avec Red Bull. Sergio Pérez est aux fraises, Max Verstappen veut peut-être s'en aller chez Mercedes ou Aston Martin, et voilà. Il y a là une possibilité qu'Oscar Piastri signe là-bas. Bon là on est vraiment dans du conditionnel. Mais du coup si l'un de ces deux pilotes quitte McLaren, qui sera en première ligne pour les remplacer? La réponse est simple, Gabriel Bortoleto. Ce sera donc compliqué pour Sauber de le convaincre. Du coup, il pourrait se tourner vers Franco Colapinto. Mais là encore une fois, ce ne serait pas un pilote Sauber à 100%. Son patron l'a dit clairement, il s'agirait seulement d'un prêt. Sans mauvais jeu de mots, est-ce que Sauber est prêt à accepter ça? Pas sûr non plus. Tout ça, ça me fait penser qu'ils vont peut-être conserver Bottas finalement. Vu qu'il n'y a pas trop d'options disponibles sur le marché, je me demande pourquoi ils ne tentent pas Théo Pourchaire. On sait ce que Bottas va apporter, alors que Pourchaire pas du tout. Ils ont financé sa carrière, il a obtenu des très bons résultats en junior. J'ai lu sur le site de la Formule 1 que Guan Yu Zhou n'était pas totalement écarté non plus. Enfin bon, on ne comprend absolument rien à cette histoire. Et moi personnellement, j'ai hâte de découvrir qui fera équipe avec Hülkenberg en 2025. En 2025, il y a un autre pilote qui se cherche un baquet. Et ce pilote, c'est Liam Lawson. Un an après avoir remplacé Ricciardo chez AlphaTauri, il est de retour pour remplacer Ricciardo à nouveau. Mais cette fois-ci, le contexte est bien différent. L'an dernier, il était une solution par défaut pour pallier à l'absence de Ricciardo, qui s'était blessé au poignet. Cette année, il a été choisi pour des raisons sportives, et sportives uniquement. Ricciardo n'offrait plus satisfaction, il n'a pas été au niveau du Yuki Tsunoda. Du coup, c'est somme toute logique que Lawson prenne sa place. L'an dernier, il a fait un très bon intérim, à tel point qu'on regrettait presque qu'il n'ait pas sa place de titulaire cette année. Il a patienté calmement, et Red Bull l'a enfin sorti du placard pour terminer la saison. Pour lui, l'enjeu est de taille. S'il réalise de bonnes performances, comme l'an dernier, il va décrocher son baquet chez RB en 2025, assurément. Maintenant, s'il réalise de très bonnes performances, et qu'en parallèle, Sergio Pérez fait n'importe quoi, il décrochera un baquet chez Red Bull. Les dirigeants de Red Bull ne s'en cachent pas du tout. Pour lui, c'est un test pour savoir s'il a les épaules pour accompagner Verstappen l'an prochain, tout simplement.
Le constat, c'est que Perez n'a pas été au niveau cette saison, tout le monde s'en est rendu compte. Avec un pilote un tout petit peu plus efficace, eh bien il ne serait pas en retard au championnat constructeur. L'an prochain, les meilleures écuries vont avoir des line-up vraiment costauds. Piastri Norris, mais aussi Hamilton Leclerc. Red Bull a absolument besoin d'un deuxième pilote qui marque plus de points et qui peut gagner des courses. Est-ce que Liam Lawson est de ce bois-là? Je ne sais pas, et visiblement les dirigeants de Red Bull non plus. C'est pour cette raison qu'ils vont le tester là maintenant. Lawson a donc une opportunité en or de rejoindre un top team, mais en même temps, ça va apporter énormément de pression. À mon avis, ses résultats et son attitude en diront long sur ce qu'il est capable de faire en tant que pilote. À titre personnel, je suis plutôt optimiste pour lui. Lawson est un pilote qui a réussi à s'adapter partout où il est passé. Il a fait des bonnes choses en Formule 3, en Formule 2, en DTM, en Super Formule 1 et même en Formule 1 chez AlphaTauri. Là, la tâche est d'un tout autre niveau. Qu'il réussisse à décrocher un baquet chez RB, ça je veux bien le croire. De là à faire bouger Sergio Pérez de Red Bull, eh bien c'est un sacré défi. Est-ce qu'il a les épaules pour le faire? Réponse dans 6 grands prix. Un scénario qui me plairait bien personnellement, c'est Lawson promis chez Red Bull et Isaac Hadjar chez RB. On n'en est pas encore là, mais si ça arrive, ce serait magnifique. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends votre avis en commentaire sur l'un des points de cette vidéo, peut-être sur Liam Lawson, ou alors sur Ferrari, sur Williams, qui sait. Moi je lirai de ça attentivement. Comme d'habitude, pensez au like, à l'abonnement et au partage, et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.